Lauren Spirer est une jeune fille de 20 ans lorsqu'en 2011, elle va disparaître sur son campus universitaire alors qu'elle était en chemin pour rentrer chez elle après une soirée. Malheureusement, même avec une grande quantité de détails sur sa soirée, personne ne comprendra jamais ce qui est arrivé à Lauren ni où elle peut bien être aujourd'hui. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse disparition de Lauren Spirer, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du mois de vidéos. Donc on va avoir une vidéo par jour pendant un mois, tout le mois d'avril. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire américaine de la disparition d'une jeune fille de 20 ans qui a disparu sur son campus universitaire. Je sais que cette histoire est quand même un petit peu connue, mais j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui, surtout que c'est un cold case et ça reste toujours important de parfois se rappeler que certaines personnes ne sont toujours pas retrouvées aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je suis contente de pouvoir vous la faire découvrir aujourd'hui et si vous la connaissez, j'espère pouvoir vous apporter peut-être quelques petits détails en plus sur toute cette affaire. Avant de commencer la vidéo aussi, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette vidéo. Lauren Spirer est née le 17 janvier 1991 aux États-Unis, dans la ville de Scarsdale, dans l'État de New York. C'est d'ailleurs une ville assez aisée et elle y a grandi avec ses parents, Charlene et Robert Spirer, ainsi que sa sœur aînée Rebecca. Et elle avait d'ailleurs une bonne situation familiale, son père était comptable et disons qu'il n'avait pas vraiment de problème d'argent. Pour vous parler un peu de Lauren, adolescente, elle était une jeune fille très énergique, assez franche et indépendante. Elle aimait jouer au football et faisait partie d'une ligue locale. Par contre, un peu plus tard, elle a décidé d'arrêter le football pour se consacrer au lacrosse qu'elle adorait et elle était d'ailleurs très douée dans ce sport. D'ailleurs, son école lui avait même proposé de continuer à jouer lorsqu'elle serait à l'université, mais malheureusement, elle a dû arrêter d'y jouer lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie cardiaque rare appelée le syndrome du QT-Lang. Et le syndrome vient en fait causer des anomalies dans le système électrique du cœur qui cause alors des problèmes de fréquence et de rythme cardiaque. Mais bon, malgré ça, en 2009, Lauren va être diplômée du lycée Edgemont et elle s'est alors inscrite à l'université de l'Indiana qui se situait dans la ville de Bloomington. Elle partira alors là-bas étudier le merchandising textile. Il faut savoir que récemment, Lauren avait développé un grand intérêt pour la mode. Elle créait d'ailleurs ses propres vêtements, ce qui lui avait valu le prix de l'étudiante la mieux habillée qu'on lui avait remis lors de sa remise de diplôme. Il faut savoir qu'avant même d'intégrer l'université, Lauren avait aussi essayé de pousser ses compétences un peu plus loin. Chaque samedi, en fait, elle se rendait à New York pour assister à un cours pour adolescents au Fashion Institute of Technology et d'ailleurs, elle a obtenu son diplôme et c'est suite à ça qu'elle a vraiment voulu étudier le merchandising de la mode. Aussi, si vous vous demandez pourquoi elle a choisi l'université de l'Indiana, c'était en partie grâce à la grande communauté juive qui y était présente et dont elle faisait partie, mais aussi parce qu'elle connaissait quelques personnes déjà présentes là-bas. En fait, un peu plus tôt, Lauren avait été au camp Towanda, qui est un camp d'été qui se faisait dans la ville de Honesdale, en Pennsylvanie, et là-bas, elle y avait rencontré son petit ami qui s'appelle Jesse Wolf, ainsi que l'un de ses meilleurs amis qui s'appelle Jay Rosenbaum. Ils étaient un peu plus âgés qu'elle et ils étaient déjà à l'université de l'Indiana, et c'est vrai qu'il lui avait expliqué à quel point cette université était géniale, à quel point le folklore étudiant était vraiment chouette, et c'est vrai que ça l'avait un petit peu convaincue, donc elle a décidé d'aller faire ses études là-bas. D'ailleurs, une fois à l'université, Lauren va devenir très active au sein de la communauté juive, dont elle faisait partie, je vous le rappelle, et elle avait d'ailleurs passé ses vacances de printemps 2010 en Israël afin d'y planter des arbres avec l'organisation Fonds National Juif. En plus de ça, il faut savoir qu'à l'université, Lauren avait énormément d'amis, elle était très appréciée et sa relation avec son petit ami Jesse
Jessie se passaient réellement à merveille. Clairement, elle vivait les meilleures années de sa vie. Par contre, Lorraine faisait énormément la fête aussi. Et c'est vrai que ses proches la trouvaient un peu trop impliquée dans cet univers festif au sein du campus. Surtout qu'il faut savoir que l'université de l'Indiana avait la réputation d'avoir l'un des campus les plus festifs de toutes les États-Unis. Disons que le monde de la fête et de l'alcool était quasiment ancré dans l'esprit de l'université. Malheureusement, il faut aussi savoir qu'il y a eu des débordements sur ce campus et par exemple, énormément d'étudiants prenaient des drogues dures comme de la cocaïne ou même parfois simplement du Xanax mais en très grande quantité. Aussi, malheureusement, Lorraine est elle aussi tombée dans tout ça et même si à cause de ses problèmes cardiaques, elle n'avait ni le droit de boire de l'alcool ni de prendre de drogue, eh bien on sait qu'elle en consommait assez régulièrement. D'ailleurs en 2010, elle avait été arrêtée avec son petit ami Jessie et accusée de consommation en public d'alcool. Bon, ça n'avait pas été très loin parce que en soi c'est pas une très grande infraction, mais disons que ça n'avait pas vraiment rassuré ses proches qui savaient à présent que Lorraine buvait malgré le fait que c'était vraiment dangereux pour sa santé. Plongeons-nous maintenant vers la fin de sa deuxième année universitaire. Lorraine vivait à ce moment-là en colocation dans un appartement sur The Avenue on College et elle se préparait à commencer ses vacances d'été. Elle avait en fait prévu de faire un stage pendant le mois de juillet et août dans un magasin de vêtements qui se situait à Scarsdale, donc là où elle avait grandi. Mais avant ça, il lui restait 2 semaines de cours et donc plongeons-nous dans la soirée du 2 juin 2011. Ce soir-là, Lorraine s'est rendue dans un appartement voisin pour boire du vin et regarder un match de basket avec ses amis. Elle avait envoyé un message à Jessie, son petit ami, pour l'inviter, mais il lui avait dit qu'il regardait le match depuis chez lui. En fait, ses parents habitaient tout près du campus, donc il vivait encore chez ses parents et donc il restait avec ses parents pour regarder le match parce qu'il était fatigué et qu'il n'avait pas spécialement envie de sortir ce soir-là. Lorraine a alors répondu à son petit ami qu'il n'y avait pas de souci et que elle non plus, dans tous les cas, ne comptait pas vraiment sortir. En fait, pour que vous imaginiez, Lorraine vivait dans un immeuble et la personne chez qui elle allait voir le match de foot était vraiment son voisin. C'est limite si elle ne devait pas sortir de son immeuble. Donc, elle n'allait pas vraiment loin, elle allait juste chez lui et après, elle voulait rentrer chez elle pour dormir. Et d'ailleurs, elle dira à son petit ami qu'elle avait une migraine et que donc elle n'allait pas aller dormir tard dans tous les cas. Mais bon, on va voir que finalement, Lorraine va sembler changer d'avis. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Jay? Donc, c'est son ami qu'elle avait rencontré quelques années plus tôt au camp de vacances. Eh bien, il va l'inviter chez lui au 5 North Townhomes, qui n'était d'ailleurs pas très loin de chez Lorraine. Jay voulait en fait inviter Lorraine pour qu'elle vienne regarder la dernière partie du match avec lui. Lorraine s'est alors dit pourquoi pas, de toute façon c'était à 5 minutes à pied, c'est pas comme si elle allait sortir très loin, et donc elle a accepté. Elle est alors partie chez Jay à pied, accompagnée de son ami et voisin David Ron, avec qui elle regardait le match juste avant. À leur arrivée, Jay va dire à Lorraine et David qu'ils vont finalement aller regarder le match chez le voisin de Jay qui s'appelle Corey Rossman. Donc là, il faut vraiment se dire que Jay et Corey sont voisins, ils habitent dans le même immeuble, donc c'est pas aller très loin. Aller voir le match chez Jay ou chez Corey, ça changeait pas grand-chose en soi. Donc pour récapituler, on a Lorraine, son voisin David et son ami Jay qui sont chez Corey et ensemble, ils regardent le match et boivent de l'alcool. Je vous précise qu'ils sont pas seuls, il y a d'autres personnes présentes, mais on va pas vraiment en reparler et en plus Lorraine ne les connaît pas tant que ça. Donc voilà, ils sont là mais ils servent pas à grand chose dans cette histoire. Après ça, vers minuit et demi, David a décidé de repartir de chez Corey et de retourner chez lui. On en est sûr parce que d'ailleurs, il a été filmé en train de rentrer dans son appartement par des caméras de surveillance. Avant ça, il a proposé à Lorraine de revenir avec lui parce que, donc rappelez-vous, ils sont voisins et Lorraine a simplement refusé gentiment en disant qu'elle préférait rester sur place et continuer un petit peu à faire la fête. Finalement, elle s'amusait bien, on dirait que sa migraine était partie, donc elle voulait rester encore un petit peu. Par la suite, vers 1h30 du matin, Lorraine et Corey sont partis ensemble et ils se sont rendus au Kilroy's Sports Bar, qui est donc un bar étudiant vraiment très populaire
où ils allaient habituellement. Je précise ici que Jay, donc l'ami de Lorraine, ne les a pas suivis et que lui a décidé de rentrer chez lui. À ce moment-là, Lorraine avait 20 ans. Et il faut savoir qu'il faut 21 ans pour boire légalement aux États-Unis. Donc, dans le bar, elle a utilisé une fausse carte d'identité pour rentrer. Et après ça, elle a été s'asseoir avec Cory sur le patio du bar. Il faut aussi savoir que le sol était en sable. Alors, pour ne pas avoir du sable partout, Lorraine a enlevé ses chaussures. Finalement, Lorraine et Cory sont repartis du bar à 2h30 du matin et ils se sont rendus vers l'appartement de Lorraine. Lorraine était d'ailleurs assez saoule et elle a oublié son téléphone ainsi que ses chaussures à l'intérieur du bar. D'ailleurs, beaucoup de témoins ont dit qu'ils avaient vu Cory en train d'aider Lorraine à marcher parce que vraiment elle avait bu énormément d'alcool, elle marchait plus très droit. Donc voilà, elle était très fort alcoolisée. Et d'ailleurs, Cory était vraiment sympa parce qu'il lui avait dit tu vas pas rentrer seule comme ça, donc il voulait vraiment l'escorter jusqu'à chez elle avant de lui rentrer chez lui ou alors reboire un dernier verre dans l'appartement de Lorraine, je ne sais pas, mais en tout cas, il voulait ramener Lorraine chez elle. Grâce aux caméras de surveillance, on sait que Lorraine et Cory sont arrivés jusqu'à l'appartement de Lorraine. Mais là, ils ont croisé un groupe d'étudiants, un groupe de mecs qui ont immédiatement reconnu Lorraine. En fait, l'un d'entre eux était même un très bon ami de Jesse, le petit ami de Lorraine. Cet ami en question s'est alors inquiété de l'état d'ébriété de Lorraine et il a commencé à se disputer avec Cory. On se dit que peut-être il a cru que Cory était en train d'essayer de profiter de l'état d'ébriété de Lorraine et comme il savait qu'elle était en couple avec Jesse qui était son ami, peut-être qu'il a voulu s'en prendre à Cory. Finalement, la dispute va s'envenimer et le gars va commencer à taper Cory et ses amis vont eux aussi taper Cory qui va se prendre plusieurs coups sur la tête et finalement, ils repartiront. Donc là, Cory et Lorraine vont se retrouver tout seuls devant l'appartement de Lorraine et on ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être qu'ils étaient plus très à l'aise dans cette partie de la ville, mais les deux ont décidé de finalement se rendre jusqu'à l'appartement de Cory et de ne plus aller à l'appartement de Lorraine. Ils ont donc marché tous les deux jusqu'au 5 North Townhomes, qui n'était pas vraiment très loin de là. Cory et Lorraine ont alors pris un petit raccourci dans une ruelle et d'ailleurs à ce moment-là, Lorraine est tombée 2 fois. Dans l'une de ces chutes, malheureusement, elle perdra son sac à main et les clés pour rentrer chez elle, mais à cause de son état d'ébriété, elle ne s'en rendra pas compte et Cory, qui lui aussi avait pas mal bu, ne s'en rendra pas compte non plus. Des caméras de surveillance ont ensuite filmé Cory et Lorraine en train d'entrer dans le complexe d'appartements où vivait Cory. Et une fois rentrés dans l'appartement, eh bien les deux vont se retrouver face au colocataire de Cory qui était toujours debout à ce moment-là parce qu'il avait des devoirs à faire pour l'université et donc il ne dormait pas encore. Le colocataire va alors immédiatement remarquer à quel point Lorraine est alcoolisée, mais aussi Cory. D'ailleurs, Cory a vomi sur le tapis de l'appartement et donc son colocataire l'a mis au lit et Lorraine a, elle, dit au colocataire qu'elle voulait continuer à boire et lui a demandé s'il voulait boire quelque chose avec elle. Évidemment, le colocataire ne voulait pas boire, lui, il était juste en train de faire ses devoirs, donc inquiet, il a quand même décidé d'appeler Jay, donc Jay, l'ami de Lorraine, qui habitait l'appartement voisin. Lorraine s'est alors rendue chez Jay et là, Jay était lui aussi un petit peu inquiet de voir Lorraine dans cet état d'ébriété et il lui a dit écoute, dors sur mon canapé, il n'y a pas de souci, mais rentre pas chez toi toute seule dans cet état parce que voilà, elle était vraiment, ça n'avait plus très bien marché toute seule, il avait peur pour sa sécurité, ce qui est normal, donc il voulait simplement lui offrir son canapé pour qu'elle dorme et qu'elle retourne le lendemain matin à son appartement. Aussi à ce moment-là, Jay va remarquer que Lorraine avait un bleu sous l'œil droit et quand il lui demandera comment elle s'est fait ça, eh bien Lorraine dira qu'elle ne se souvenait pas. Personnellement, je me dis que peut-être elle a voulu s'interposer pendant que Cory était en train de se faire battre par le groupe de mecs et qu'elle se serait pris un coup de poing sous l'œil, mais bon, ça reste qu'une supposition et personne ne sait vraiment et même Lorraine ne savait plus vraiment ce qui s'était passé, donc voilà, ça reste un petit mystère. En tout cas, Jay s'est vraiment battu avec Lorraine pour essayer qu'elle reste dormir chez lui, il était 4h15 du matin, vraiment c'était dangereux que Lorraine reparte toute seule, mais voilà, Lorraine, elle voulait continuer à boire, elle voulait continuer à avoir des amis et Jay lui disait mais il n'y a plus personne dehors, moi je vais aller dormir. Sauf qu'elle comprenait pas très bien et à 4h30 du matin, soit 15 minutes plus tard, elle a finalement dit à Jay qu'elle allait rentrer chez elle à son appartement qui se situait donc sur la rue Avenue on College. Je ne sais pas comment ça se fait que Jay a accepté que Lorraine s'en aille comme ça toute seule,
Mais finalement, donc à 4h30, elle partira et Jay la regardera par la fenêtre sortir de son appartement à pieds nus, titubant et sans téléphone portable. Par contre, il va être rassuré quand il verra qu'elle prenait bel et bien la route pour rentrer jusque chez elle. En fait, il l'a vue descendre la 11e rue, puis tourner à droite à l'intersection de College Avenue, donc là où elle habitait, et donc c'est là qu'il s'est dit que sans doute, elle allait bel et bien rentrer chez elle. Et donc, c'est là où elle a été vue, en fait, pour la dernière fois, à l'intersection au tournant entre la 11e rue et l'avenue On College. Le lendemain matin, donc le 3 juin, Jessie, le petit ami de Lorraine, qui, je le rappelle, a aucune connaissance de ce qui s'est passé la veille, va essayer de joindre Lorraine sur son téléphone portable, mais ce sera un employé du bar où elle a oublié son téléphone qui répondra et qui dira que le téléphone avait été oublié la veille et que depuis, personne n'était venu le rechercher. Évidemment, Jessie va s'inquiéter, surtout que les dernières nouvelles qu'il avait eues de Lorraine étaient qu'elle était fatiguée avec une migraine et qu'elle allait rentrer directement chez elle après avoir regardé le match chez son voisin David. Jessie va alors immédiatement appeler les colocataires de Lorraine qui lui répondront et qui iront voir dans la chambre de Lorraine pour voir si elle était bien chez elle. Sauf que la chambre de Lorraine était vide et rien ne montrait qu'elle avait passé la nuit là-bas. Rapidement, la disparition de Lorraine va alors tourner dans tout le campus et tout son cercle d'amis a commencé à s'inquiéter. À 16h30, Jessie a finalement décidé de se rendre au poste de police et de rapporter la disparition de Lorraine, sa petite copine. La famille de Lorraine va alors être contactée et directement ses parents et sa sœur ont pris l'avion et ont atterri à Bloomington quelques heures plus tard. Évidemment, pour la famille de Lorraine, il était sûr et certain que quelque chose était arrivé à leur fille et ils diront que bien qu'elle était alcoolisée, ils la savaient responsable. En fait, on se dit que même si la veille au soir, elle avait finalement décidé de refaire la fête, c'est sûr que le lendemain, elle aurait au moins redonné des nouvelles parce que là, quand même, la journée était passée et il n'y avait toujours aucune nouvelle d'elle et sa famille savait que ce n'était pas normal. Je veux dire, peu importe, même si elle avait eu honte de tout ce qu'elle avait fait, elle n'aurait jamais laissé tout ça se produire. Elle n'aurait jamais laissé sa famille venir jusqu'à son campus juste pour se cacher ou pour fuir ou pour autre chose encore. Je veux dire, si elle était en sécurité, si elle allait bien, c'est sûr qu'elle aurait donné des nouvelles. Donc voilà, c'est pour ça que la famille s'est immédiatement inquiétée et c'est pour ça qu'ils savaient que sans doute Lorraine n'allait pas bien. Dès le lendemain, une battue a alors été organisée pour essayer de retrouver Lorraine ou même des indices qui seraient liés à sa disparition et les enquêteurs ont eux essayé de refaire le fil de sa soirée et ils arriveront au même point que nous ici. Donc là, les enquêteurs ont le planning détaillé de la soirée de Lorraine jusqu'à ce qu'elle s'en aille de chez Jay pour rentrer chez elle. Et donc après ça, on perd totalement sa trace. Aussi, pendant la battue, on va retrouver son sac à main et ses clés qu'elle avait perdues, rappelez-vous, lorsqu'elle était tombée quand elle faisait le chemin pour aller de chez elle à chez Corey juste après la bagarre. Donc la théorie qu'on a pour le moment, c'est que Lorraine serait bel et bien rentrée chez elle après avoir quitté l'appartement de Jay, mais le problème est qu'une fois devant chez elle, elle se serait rendue compte qu'elle n'avait plus ses clés et donc elle aurait décidé de repartir, mais malheureusement on ne sait pas où. Il faut tout de même se rendre compte que la disparition de Lorraine a été extrêmement médiatisée. Même pas 24 heures après la nouvelle de sa disparition, un compte Twitter anonyme a été créé et a été relayé des milliers de fois. Pour vous dire, en une semaine, le compte Twitter comptait déjà 20 000 abonnés, ce qui n'est pas mal du tout, sachant qu'on est en 2011. Kim Kardashian a même reposté la photo de Lorraine sur son compte Twitter, qui a évidemment là aussi augmenté la visibilité de toute cette affaire. La communauté juive et des entreprises locales ont même énormément travaillé bénévolement pour récolter des fonds et organiser des événements afin de soutenir la recherche. Et au total, une récompense de 120 000 $ a pu être proposée à celui ou celle qui disposerait d'informations importantes permettant de retrouver Lorraine. C'est assez dingue d'imaginer qu'autant de choses ont été organisées, mais c'est encore plus dingue d'imaginer que finalement ça n'a pas mené à grand chose parce que les enquêteurs n'ont plus reçu de nouvelles informations et petit à petit l'enquête s'est essoufflée. Par contre, si vous vous demandez, Jay et Corey, qui avaient donc passé un long moment de la soirée avec Lorraine, vont être tous les deux soumis au test du polygraphe. Et d'ailleurs, un examen public a été ouvert à leur rencontre. Jesse, le petit ami de Lorraine, sera lui aussi ciblé par les policiers et donc les trois décideront de prendre un avocat pour se défendre parce que disons qu'ils étaient tous les trois sur le haut de la liste des suspects. En fait, les enquêteurs n'avaient pas énormément de preuves à leur rencontre, mais malgré tout, ils étaient fort liés à Lorraine et c'est vrai qu'à part eux,
il n'y avait pas d'autres suspects potentiels. Ça a d'ailleurs été un petit coup dur quand même pour Jesse, donc le petit ami de Lorraine, quand il a justement appris qu'il était sur le haut de cette liste des suspects, parce que vraiment, dès le début, quand il a appris que sa copine avait disparu, c'est lui qui a été voir la police, c'est lui qui a organisé quand même une bonne partie des battues. Vraiment, il s'est démené et à partir du moment où il a été accusé, disons qu'il s'est un peu reculé de tout ça, il a pris son avocat, il n'est plus vraiment sorti parce qu'il voulait plus faire parler de lui et même la famille de Lorraine a commencé à le suspecter et un petit peu lui en vouloir. Aussi, si vous vous demandez, David, donc le voisin de Lorraine avec qui elle était au début de la soirée, n'a lui pas du tout été considéré comme suspect. Comme je vous l'ai dit, il a été filmé en train de rentrer chez lui la nuit de la disparition, puis il a été refilmé seulement le lendemain en train de quitter son domicile, donc on sait qu'il était chez lui pendant toute la nuit, donc au moment où Lorraine a disparu. Mais bon, revenons-en à nos 3 suspects. Jay était lui la dernière personne à avoir vu Lorraine en vie. Il sera alors vivement interrogé et il maintiendra sa version des faits. Simplement, il avouera que Lorraine avait ce soir-là sniffé une drogue semblable à du Xanax. Il dira qu'elle avait pris cette drogue seulement quelques heures avant qu'elle disparaisse. Pour ce qui est des 2 autres, Corey et Jesse, eux aussi maintiendront leur version des faits et Jesse d'ailleurs continuera à clamer son innocence en disant qu'il n'était même pas sur le campus ce soir-là, mais chez lui, dans sa maison, avec ses parents. Les policiers finiront aussi par trouver les images de caméras de surveillance montrant Lorraine quitter l'appartement de Jay seule à 4h30 du matin. Donc là, on a la preuve qu'elle était bel et bien seule, que Jay a dit la vérité. Et aussi, on verra que Jay n'est pas ressorti de chez lui après ça. On verra aussi que Lorraine était vêtue à ce moment-là d'un t-shirt blanc, d'un pantalon noir et d'un bracelet en or. Et effectivement, elle s'était bien dirigée vers son appartement. En fait, c'est assez étrange parce que même si l'alibi des 3 suspects semblait vérifiable et qu'il n'y avait pas vraiment de preuves contre eux, on ne sait pas pourquoi, mais ils n'ont jamais été retirés de la liste des suspects. En fait, il y a vraiment quelque chose qui reste assez flou autour de ces suspects. J'ai l'impression que les enquêteurs ne disent pas tout non plus. Par contre, leur avocat, donc leurs 3 avocats, diront que leurs clients, eux, avaient très fort collaboré avec la police et qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Par contre, du côté de la famille de Lorraine, ils diront que ni Corey, ni Jay, ni Jesse n'avaient vraiment voulu dire tout ce qu'ils savaient aux policiers. Mais je ne sais pas vraiment sur quoi se base la famille pour dire ça, surtout que j'ai pu lire que la seule personne à avoir vraiment posé problème, si on peut dire ça, c'était Corey qui dirait en fait aux enquêteurs qu'après s'être fait agresser par le groupe de gars devant l'appartement de Lorraine, il ne se souvenait plus de grand chose. Alors on ne sait pas s'il mentait ou non, s'il avait des souvenirs ou non, mais en vrai, vu son état d'alcoolémie, on peut se dire que effectivement il avait peu de souvenirs, surtout s'il s'est fait frapper, ça l'a peut-être un petit peu traumatisé sur le moment. Donc ça paraît quand même plausible qu'il n'ait plus énormément de souvenirs après ça, mais ça paraît aussi plausible qu'il mente. Donc là non plus, on ne sait pas trop. Mais bon, Corey n'a pas non plus l'air si suspect que ça parce qu'il va tout de même volontairement donner un échantillon de son ADN afin que la police puisse en disposer comme il le voulait au cas où ils auraient plus de preuves. Corey dira aussi publiquement « Je n'étais pas la dernière personne avec elle et c'est tout ce que je peux dire, je suis désolée. Mais j'espère juste qu'ils la retrouveront le plus tôt possible et je prie pour elle et sa famille. » Les parents de Lorraine, de leur côté, essaieront tout de même de se retourner contre les gens avec qui leur fille avait passé la soirée. En 2013, ils essayeront de les attaquer en justice pour avoir donné de l'alcool à une mineure et pour ne pas l'avoir surveillée par la suite. Mais bon, suite à ça, le juge a abandonné le procès tout en disant que les amis de Lorraine n'avaient pas eu l'obligation légale de la surveiller, d'autant plus que Corey était également en état d'ébriété cette nuit-là. En fait, je sais pas si au final la famille suspectait vraiment Jesse, Jay ou Corey d'avoir fait du mal réellement à leur fille ou si simplement ils étaient fâchés parce qu'ils n'ont pas assez bien veillé sur elle. Dans tous les cas, c'est vraiment triste, mais il va vraiment y avoir une guerre médiatique entre toutes les familles et chacun s'accusera un petit peu de tout et de rien. Toutes les familles diront que l'enfant de l'autre était alcoolique, qu'il consommait trop d'alcool, trop de drogue. Il fallait savoir qui consommait le plus de drogue, qui était le plus alcoolisé cette nuit-là. Et tout a commencé à tourner autour de ça au point où on en a, selon moi, vraiment oublié
ce qui était au centre de tout ça, c'est-à-dire la disparition de Lorraine. Vraiment, je pense que je pourrais en parler pendant très longtemps, tellement il y a eu plein d'articles de journaux où on interviewait les parents d'une famille, les parents d'une autre famille, et chacun se rejetait un peu la faute les uns sur les autres. Ça sert à rien de tout vous dire ou de détailler ça, parce que c'est juste, on dirait, une guerre que toutes les familles se faisaient entre elles. Mis à part ça, au cours des années suivantes, la police et des bénévoles ont continué à organiser des recherches pour retrouver Lorraine, mais en vain. Les zones boisées, les lacs, les rivières, les maisons, les entreprises ont été fouillées et vraiment rien ne fut trouvé. En 2021, ça faisait 10 ans que Lorraine avait disparu et des enquêteurs ont d'ailleurs témoigné dans un journal local et ils ont expliqué que le dossier était toujours ouvert aujourd'hui. Ils diront qu'au cours des 3 dernières années, ils ont reçu plus de 800 informations supplémentaires et ont exécuté plus de 10 mandats de perquisition. Donc au moins, même si on n'en sait pas vraiment plus, on sait que l'enquête reste ouverte et active. Si ça vous intéresse, il existe un compte Facebook tenu par la famille de Lorraine qui s'appelle Official Lorraine Spearer Updates from Her Family, dont je vous mets évidemment le lien dans la barre de description. Au final, c'est comme ça que se termine cette vidéo, cette histoire. C'est vraiment triste qu'on n'en ait pas plus. Je pense aussi qu'on doit comprendre la famille de Lorraine qui s'acharne un petit peu sur ces 3 suspects, sur Jessie, sur Jay et sur Corey, parce que je pense qu'ils sont pas grand-chose et qui sont en colère, qui sont tristes, qui ressentent plein d'émotions différentes et qu'à un moment donné, ils ont besoin d'en vouloir à quelqu'un et évidemment, ils en veulent aux 3 suspects. Si ça se trouve, ils ont bel et bien quelque chose à se reprocher et un jour, on trouvera des preuves matérielles contre eux. Mais aujourd'hui, évidemment, ils ne sont que suspectés et comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de choses qui viennent les innocenter. Ils ont quand même pas mal d'alibis. Donc voilà, à voir. Je serais vraiment curieuse de savoir si un jour, on trouve quelque chose contre eux ou non. J'ai essayé de chercher un petit peu sur Internet. Je n'ai pas trouvé plus d'informations. Donc voilà, l'enquête est toujours en cours. Je pense que c'est pour ça qu'on n'en sait pas plus. Mais est-ce qu'on le saura un jour? J'espère sincèrement. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter avec vos théories, avec tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!